Dans cette capsule, nous allons parler de l'analyse spectrale en infrarouge. Un peu de théorie pour commencer. Rappelez-vous que quel que soit l'état physique, les atomes d'une molécule ne sont pas fixes, ils peuvent vibrer. Aussi, lorsque des rayonnements infrarouges traverseront un échantillon, chacune des liaisons covalentes va absorber un rayonnement de longueur qui lui sera caractéristique et va donc subir une excitation vibrationnelle qui peut prendre plusieurs formes. Ici, il s'agit d'une élongation longitudinale, les deux atomes s'éloignent, ou ici, d'une déformation angulaire. Nous allons donc visualiser à l'aide du site Orbimol développé par l'Université de la Sorbonne quelques vibrations, par exemple ici la vibration entre les deux atomes d'hydrogène d'une molécule H2. On peut prendre également une molécule d'eau. Donc vous voyez ici, on voit très nettement la déformation angulaire qui est relativement importante. Alors que si je prends une molécule de dioxyde de carbone, on a certes toujours une déformation angulaire, mais vous voyez qu'elle ne se fait pas dans la même direction, puisque la molécule de CO2 est une molécule qui est linéaire. Une dernière molécule que je voulais vous présenter, qui est très intéressante, c'est la molécule d'acide éthanoïque. Je vais amplifier un tout petit peu l'amplitude pour que vous puissiez constater que chaque liaison vibre, mais chaque liaison vibre avec une fréquence qui lui est propre. Vous voyez ici les vibrations de la liaison CH, relativement importante, de la liaison OH, de la liaison C double liaison O, voilà, vous voyez, j'ai bien un petit peu, et on a également la liaison CO, la liaison CC. Donc il faut bien avoir conscience qu'en infrarouge, chaque liaison va vibrer avec une fréquence qui lui sera caractéristique et qui va donc nous permettre de l'identifier. Deuxième point maintenant, à quoi ressemble un spectre en infrarouge? Alors, il faut se rappeler que lorsque nous avons fait de la spectroscopie UV visible, on étudiait les variations de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. On voyait donc apparaître un pic de cette forme-là lorsqu'une longueur était absorbée. En infrarouge, le choix a été différent. On a choisi d'étudier cette fois l'évolution de la transmittance. Vous voyez, c'est une courbe qui est renversée. Lorsque toute la lumière est transmise, on a 100% de lumière transmise en orienté, et à chaque fois qu'une partie de la lumière a été absorbée, on voit un pic vers le bas. Deuxième choix qui a été fait, c'est celui de ne plus étudier en abscisse la longueur d'onde, mais son inverse, que l'on va appeler le nombre d'ondes. Voici donc à quoi ressemble un spectre en infrarouge. Vous voyez que l'on étudie l'évolution de la transmittance grand T en fonction du nombre d'ondes sigma. Transmittance en pourcentage, intensité lumineuse transmise, nombre d'ondes sigma en centimètres moins 1, c'est l'inverse de la longueur d'onde, et donc vous aurez des axes qui sont gradués de la droite vers la gauche, grosso modo de 500 jusqu'à 4000 centimètres moins 1. Comment interpréter un tel spectre? Alors, ce qu'il faut bien observer, c'est qu'on a une première partie par ici, où l'on a finalement très peu de pics. Alors, la limite qu'on se fixe, c'est 1400, sur cette partie-là. Sur cette partie, on constate effectivement que les bandes sont peu nombreuses. Chaque bande va correspondre à une liaison bien particulière que l'on va identifier grâce à des tables. La deuxième partie de la molécule, celle-ci, beaucoup plus confuse, vous voyez qu'on a énormément de petits pics. En fait, cette partie-là constitue ce qu'on appelle l'empreinte de la molécule. Et elle ne servira que par comparaison avec des spectres de référence. Donc, lorsqu'on ne connaît pas une molécule, on va plutôt travailler sur cette partie-là pour identifier le plus de liaisons possibles. Comment faire? C'est très simple. Regardez, je vous propose ici 4 molécules qui ont toutes un point commun. Elles ont toutes un cycle avec 6 atomes de carbone. Si vous regardez maintenant ces molécules, vous constatez qu'il y a un pic que l'on retrouve partout, celui-ci. Vous voyez, on l'a ici, on le retrouve là, on le retrouve ici, on le retrouve là. Si l'on étudie bien la molécule, quel est le point commun à
toutes ces 4 molécules, eh bien, c'est simplement ce cycle-là. C'est-à-dire qu'en fait, on va le revoir tout à l'heure, ces pics sont caractéristiques des liaisons CH qui existent au niveau du cycle. Ensuite, on voit bien qu'il y a des choses différentes. Si je prends mon cyclohexylméthanal, voilà, on constate qu'il y a ce pic-là. Je ne le retrouve pas sur le cyclohexanol ni sur la cyclohexylamine. Par contre, je la retrouve sur la cyclohexanone. Comparez vos deux molécules. Quelle est la liaison commune à ces deux molécules? Eh bien, c'est une liaison C double liaison O. On va voir tout à l'heure dans les tables qu'effectivement, lorsqu'on est vers 1650-1700 cm-1, eh bien, on a un pic caractéristique d'une liaison carbonyle. Si je continue, cette molécule-là présente un dernier petit pic que je n'ai pas encore analysé. Ce petit pic, il est lié à la liaison CH que l'on observe ici. De l'autre côté, on a ici une fonction alcool, la liaison OH. Cette liaison OH va être très caractéristique d'un pic très large. Et puis, pour terminer avec mon amine, vous voyez ce massif avec deux petits pics caractéristiques d'une amine primaire. Lorsque l'amine sera secondaire, vous verrez que l'on aura un seul pic. Alors, bien sûr, seul, vous ne pourrez pas travailler à tâtons comme on vient de le faire. Vous allez avoir à votre disposition des tables qui ressemblent un petit peu à ça. On vous dit par exemple, voilà, lorsqu'on a une liaison OH d'un groupe alcool, à différencier de celle du groupe carboxyle, on a un pic d'intensité moyenne à forte vers 3200-3650 cm-1. Si je reviens en arrière, vous voyez bien que mon OH, il est bien sorti vers, grosso modo, je pense, 3500. Je peux refaire la même chose, mon amine, 3100 à 3500. Vous voyez bien que l'amine, elle était dans ces eaux-là. Et puis, vous vous rappelez, on a parlé des liaisons CH qui sont vers 3000. Effectivement, la liaison CH, lorsqu'on a un carbone tétraédrique, est bien entre 2800 à 3000. Dernier point que je souhaiterais aborder, c'est celui des liaisons hydrogènes. Alors, prenons l'exemple d'un alcool. Nous avons une liaison OH qui est très polarisée, puisque l'atome d'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. On a donc delta-, delta+. Puis évidemment, à côté de cette molécule d'alcool, il y a en solution une autre molécule d'alcool, avec elle aussi une liaison polarisée. On se retrouve donc avec ici un oxygène delta- et un hydrogène delta+. Et bien, entre ces deux molécules va pouvoir se créer une liaison intermoléculaire. Ce n'est donc pas une liaison covalente, elle est moins forte. Donc une liaison intermoléculaire que l'on appelle liaison hydrogène. Cette liaison est très intéressante puisque l'atome d'hydrogène, contrairement à mon schéma, étant très petit, il peut se rapprocher relativement près de l'autre molécule d'alcool. Alors, ces liaisons hydrogènes intermoléculaires peuvent également se former lorsque l'on a un atome d'azote qui a également, lui aussi, un doublet non liant. Alors, quel effet est-ce que cela a sur un spectre? Regardez, c'est assez parlant. Lorsque je suis en phase gazeuse, pas de liaison hydrogène. Vous voyez que mon pic de OH sur l'hexanol, il est tout petit. Alors que lorsque je suis en phase liquide, on a un énorme pic. Deuxième changement également, j'ai un pic ici qui est vers 3600, alors que le pic lié à la liaison OH en phase liquide ressort plus vers 3300. Si on résume, cette liaison OH en phase liquide est dite liée et elle est affaiblie. Conséquence, légère diminution du nombre d'ondes et surtout élargissement caractéristique de la bande. Ce sera important de bien l'identifier. Pour conclure, nous allons voir dans un petit extrait vidéo réalisé par Mediachimie comment faire pour réaliser une analyse infrarouge. L'ester qui vient d'être synthétisé va être analysé en infrarouge. Et on va pouvoir déterminer ainsi les groupes fonctionnels de cette molécule. Donc on va d'abord commencer par faire un background, donc un blanc, c'est-à-dire une analyse à vide, pour avoir une référence pour ensuite pouvoir mettre le produit à analyser. Donc on va prélever une goutte de l'ester que l'on va déposer sur une cellule en germanium.
On va ainsi pouvoir lancer l'acquisition du spectre infrarouge qui se fera en 16 scans. Voilà, donc on va déterminer maintenant les groupes fonctionnels en fonction des nombres d'ondes. Donc là par exemple, nous avons plusieurs petits pics au niveau de 3000 cm-1, ce qui correspond aux liaisons CH qui sont dans les molécules. Ici nous avons très clairement une bande aux environs de 1700 cm-1 qui correspond aux liaisons C-double liaison O. Là, on a un pic caractéristique au niveau de 1200 cm-1 qui est caractéristique de la liaison C simple liaison O. On peut comparer le spectre que l'on vient de faire de l'ester avec le produit de départ, l'alcool. Et on voit bien que la bande caractéristique des liaisons OH qui se trouve ici a bien disparu sur notre spectre de l'ester. Et nous avons eu l'apparition de ce pic-là, qui est caractéristique de la liaison C double liaison O.